va pouvoir passer aux questions, au débat. Donc j'ai déjà vu qu'il y avait une première question dans le chat et qui s'adressait plus particulièrement à vous, mais qui peut valoir aussi pour Martha. C'est ce qui concerne la pérennité de la plateforme participative. En fait, les projets de recherche actuellement ont souvent une durée limitée relative à un financement. Et après, il n'y a plus nécessairement les personnes qui sont présentes pour faire fonctionner cette plateforme et pour mener à bien les recherches. Et donc, quelle est la pérennité de ce type de plateforme qui a été mis en place dans votre cas? Et puis après, peut-être que Martha pourra également répondre sur ce type de questions. D'accord, oui, je viens de lire la question et effectivement, c'est une très bonne question. Je pense qu'on se pose tous quand on participe à ce genre de projet. Effectivement, c'est des outils donc qui sont mis en place, qui sont très actifs pendant 3-4 ans, le temps du projet. Il y a toute une équipe derrière qui essaye comme j'ai tenté de le démontrer, de faire prendre la démarche. Et alors, effectivement, qu'est-ce que ça donne après? Alors, bon. Pour le moment, il y a encore le projet n'est pas tout à fait fini, donc il y a encore une présence assez régulière sur le terrain. Mais j'avoue que ça fait 1 an que j'ai quitté le projet, donc je le suis maintenant un petit peu plus à distance. Mais effectivement, je me rends compte que la plateforme elle est alimentée à chaque fois au retour des missions, mais sinon, je suis pas certaine qu'il y ait une régularité déjà très implantée entre les missions donc par les citoyens locaux et puis surtout le devenir une fois le projet terminé, qu'est-ce que ça va devenir? Ça, effectivement, est-ce qu'il y aura une maintenance de par les ingénieurs, par exemple, ne serait-ce que techniquement pour la plateforme? Est-ce qu'il y aura une maintenance par les ingénieurs du laboratoire? Est-ce que ça, je saurais pas trop répondre. Moi, à titre personnel, dans le cadre de ma thèse, j'avais développé une démarche participative aussi pour collecter des œuvres d'art représentant les rivages. Et donc, ça avait un petit peu marché le temps de la thèse. J'avais tenté après de pérenniser un peu la plateforme. Mais du coup, effectivement, j'avais plus de financement. Donc, c'est moi qui payais chaque année pour la mise à jour du site. Et puis, c'est vrai que petit à petit, à la fois, le fait qu'il y ait moins de communication sur la démarche, il y avait moins d'images reçues. Et puis, au bout d'un moment, j'ai arrêté de payer l'abonnement. Donc c'est sûr que c'est des questions qui se posent. Je sais que pour Aloha, donc c'est difficile de répondre parce que le projet n'est pas fini, mais il y a quand même un élément de réponse peut-être, c'est que ça fait suite, comme je le disais au tout début de l'intervention, au projet Alert qui lui est initié, donc un projet similaire initié donc sur l'arc atlantique européen depuis 2006, je crois. Et donc, il y a quand même encore, là, pour le coup, l'équipe du projet Alert a vraiment bien réussi à construire un réseau de veilleurs. Alors, ils sont peut-être pas très nombreux à être fidèles, mais je crois qu'il y a quand même une grosse centaine de veilleurs fidèles qui alimentent encore aujourd'hui cette plateforme du projet Alert. Et elle sert toujours à faire des découvertes. Donc, depuis 2006, ça fait, voilà. Mais bon, après, c'est un projet métropolitain. Donc, c'est vrai aussi que l'équipe est plus régulièrement amenée à aller rencontrer aussi des veilleurs de ce projet-là. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'il vit davantage. Mais bon, en tout cas, ça fait une vingtaine d'années qu'il existe et c'est toujours alimenté. Mais bon, effectivement, c'est une bonne question. Est-ce que après là, il y a un engouement parce que quand l'équipe est présente, il y a une forte mobilisation, il y a des événements, il y a des conférences. Bon, après, une fois que tout sera fini, je sais pas trop quoi dire. On verra, mais effectivement, il y a des grosses questions là-dessus. Martha? Oui, en complément, sous la vision, sous l'observatoire, je peux dire qu'évidemment, c'est un problème qu'on retrouve dans la plupart des plateformes. C'est qu'évidemment, si on va sous des solutions comme Zooniverse, des plateformes, des hébergeurs publics, même j'ai vu que vous êtes sur Humanum, moi il y a une partie du problème qui peut être résolu. Après, moi je propose aussi, il y a une autre problématique complémentaire qui c'est plutôt quand on décide que pour les projets ça suffit, voilà, on considère que les projets doivent être arrêtés, mais comment l'expliquer aux participants?
Moi, je trouve que voilà, les problèmes, c'est souvent, ce n'est pas vraiment de maintenir la plateforme, mais c'est d'expliquer aux participants que le projet est conçu pour être sur une durée limitée. Voilà, c'est plutôt ça. Disons, là, on s'interroge sur ce qu'est une science participative, hein, en partie. C'était une question aussi qu'on s'est posée durant la précédente séance. Mais ça, ici, dans ce cadre-là, ça nous interroge aussi sur ce qu'est un patrimoine. Est-ce que c'est une variation de paysage? Est-ce que c'est juste le patrimoine archéologique? Voilà, qu'est-ce que c'est exactement le patrimoine dans ce cas-là, notamment dans le cas de votre projet, Edwige, et qui définit quand est-ce qu'on est bien dans le cadre de quelque chose qui appartient au patrimoine ou qui n'appartient pas au patrimoine et qui n'a pas de valeur pour la plateforme? Ouais. Oui, et je vois en même temps la question sur comment étaient définis les champs à renseigner, donc peut-être que et répondre un petit peu aux deux en même temps, mais effectivement là la question de qu'est-ce qui est un patrimoine, bon, c'était un projet d'archéologie, donc c'est vrai que c'était le patrimoine archéologique qui était concerné et puis qui était considéré à travers le prisme des critères de la carte archéologique, hein, enfin l'inventaire de la carte archéologique, donc dont on a repris beaucoup les champs en essayant de les simplifier parce qu'ils sont assez complexes, ces critères-là. Donc on les a repris puis on les a simplifiés pour que ce soit appréciable et maniable par un public assez large. Et alors après sur ce qu'est le patrimoine, c'est vrai, un paysage est aussi un patrimoine. Enfin, quand par exemple en travaillant avec les enfants, donc pour les sensibiliser à la fragilité de ce patrimoine archéologique, on leur montrait aussi des images aériennes de l'évolution de leur rivage. Et en fait, c'est bien évidemment du patrimoine paysager aussi. Et ils étaient eux-mêmes assez estomaqués souvent de se rendre compte, des petits enfants de 10 ans, de dire ah là là, mais c'est la plage où je vais tous les jours, mais c'était comme ça. Non mais là, ma maman était petite, c'était comme ça, mais ça a tellement changé. Et puis alors ils avaient très envie d'aller chercher des images, des photos. Ça c'était extrêmement ça a suscité beaucoup de dynamique, cette collecte iconographique auprès des jeunes enfants. Et donc là, c'était finalement plus un patrimoine paysager qu'archéologique, hein. Et donc c'est vrai que les critères qui ont été retenus, c'est des critères, on va dire, officiels de la carte archéologique, qui sont les critères du ministère de la Culture pour ce patrimoine dit archéologique. Après, c'est vrai que qu'est-ce qu'est un patrimoine? Ça, c'est une question très difficile à cerner, enfin, dont la réponse est très difficile à cerner, je pense. Et comment la plateforme a été construite, je sais pas si la question c'est techniquement. Enfin, en tout cas, donc il y avait un ingénieur du laboratoire, hein, qui a effectivement créé la base de données Manum. Et puis pour les champs, j'ai répondu. Mais après je sais pas si la question concerne le codage précis de la plateforme, là je pourrais pas répondre. Donc Martha, pour... Oui, sous les patrimoines, je pense qu'il y a une différence entre les cas comme la plateforme qui a présenté Edwige, qui fait référence à un patrimoine qui est déjà, qui répond à, disons, à un code officiel, si on peut le dire, ou des plateformes qui sont plus des patrimonialisations, parce que je pense que quand on est dans des cadres des patrimonialisations, c'est-à-dire des reconnaissances dynamiques dans lesquelles on pense que les personnes jouent un rôle actif pour définir ce qui est patrimoine ou pas, il faut aussi y avoir une définition plus ouverte. Et parfois, il y a toujours la confusion que tout ce qui est dans une plateforme, ça doit finir dans un inventaire officiel, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que beaucoup d'opérations de patrimonialisation qui s'appuient sur des plateformes de patrimonialisation, c'est-à-dire pas des documentations, c'est-à-dire, et ne sont pas automatiquement, la base des données de la plateforme ne devient pas une base de données officielle du ministère de la Culture, hein. Il y a cette ambiguïté que parfois il faut un peu lever, et je pense que si on est dans une opération de patrimonialisation, il faut avoir une définition plus large des patrimoines, selon la définition des études critiques. Mais bon, ça c'est mon avis. Vous avez, Martha, évoquer les motivations des participants aux plateformes, mais
les motivations de ceux qui lancent, qui initient les études participatives, les équipes de recherche, etc. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites là-dessus? Quelles sont-elles, ces motivations? Mais évidemment, il y a des travaux sur ça. Dans la plupart des cas, ce sont des problèmes des ressources. C'est-à-dire, dans beaucoup des projets, on a besoin d'aide des personnes pour documenter quelque chose qui ne pourrait pas être documenté seulement par l'équipe de recherche, ou parce qu'il est trop limité, ou parce qu'il n'a pas les connaissances nécessaires. C'est sûrement ça la motivation principale. Après, je pense que c'est un sujet qui pourrait être exploré un peu plus. Je pense qu'on reste quand même très centré sur les motivations des personnes qui ouvrent les projets. On ne va pas trop regarder les motivations des personnes qui participent. Edwige, sur les motivations, est-ce que c'était des motivations qui partaient aussi du territoire, ou est-ce que c'était plus des motivations de chercheurs qui ont été à l'origine de ce projet? Comment ça s'est construit la problématique du projet? C'était donc là, comme ça faisait suite au projet Alerte, c'est vrai que c'était les chercheurs du projet Alerte qui ont voulu étendre leurs actions sur ce territoire particulier des Antilles, mais très vite en fait, la motivation, elle a très vite aussi émané des citoyens et des habitants rencontrés, puisque vraiment cette motivation de la ville du Moule, elle a été très touchante, quoi. En fait, ça dépend beaucoup où on a été, parce que la toute première mission, on a été dans une autre municipalité où en fait on n'a pas eu un mauvais accueil, mais bon, il n'y a pas eu une réception très très animée de notre présentation et puis du projet. Et en fait, quand on est allé un petit peu accidentellement plus par hasard dans la ville du Moule, on est tombé sur c'est le hasard, en fait, je pense, une municipalité qui était très très tournée vers son patrimoine. Ils avaient déjà cette célébration là, le Moule en héritage, mais une équipe dans le centre culturel qui était vraiment très investie, très sensible à son patrimoine. Donc je pense que c'est circonstanciel, c'est le hasard des personnes rencontrées a fait que là il y avait vraiment un fort engouement, et donc il y avait aussi les membres du musée Edgar Clerc sur place qui étaient très très forcément impliqués, et donc la motivation, elle est donc venue là des habitants et des agents au début communaux, et puis très vite ça a fait boule de neige parce que beaucoup de professeurs ont voulu impliquer leur classe. Après, il y a eu aussi des motivations plus individuelles parmi les enfants, parce que je me souviens d'une des missions au début où il y a un enfant qui a trouvé vraiment une jolie céramique lors d'une prospection, lors d'une sortie de formation sur le terrain, et donc la petite fille a trouvé cette céramique, et donc on lui a dit que c'était un objet très intéressant par rapport à l'archéologie, et puis les gens du musée ont dit on va la mettre au musée, elle aura sa vitrine, et donc il y aura le nom de la personne qui a trouvé l'objet et tout ça, et donc là c'est incroyable, tous les enfants étaient hyper jaloux, ils voulaient tous eux aussi trouver un super objet, et donc là il y a eu vraiment une dynamique qui s'est créée sur cette petite trouvaille. Donc il y a plein de moyens je sais, il y a plein de façons de c'est très, je pense que ça c'est très circonstanciel, quoi, ça dépend vraiment de. Et justement sur ces résultats et la valorisation de la participation, vous venez de parler du fait de mettre dans des musées avec le nom de la personne qui a découvert cet objet. Est-ce qu'il y a eu aussi, ou est-ce qu'il est en projet, d'autres types de valorisation? Je précise, est-ce que le nom des personnes qui ont découvert des objets apparaîtront par exemple dans des publications? Est-ce qu'elles seront co-auteurs? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à la valorisation de la participation?
Hmm. Euh, je ne pourrais pas dire, je crois pas qu'il y ait vraiment une réflexion officiellement menée sur ces aspects-là. Après, euh, donc il y a eu par rapport aux prospections du littoral qui ont été menées, donc avec des élèves étudiants des Antilles, et puis pour lesquels aussi nous ont aidé des habitants. Il y a eu des rapports de publiés dans lesquels sont nommés les gens qui ont participé. Mais bon, c'est jamais que des rapports qui sont pas lus non plus par beaucoup de personnes. Après, dans les articles scientifiques, on n'a pas nommé expressément les personnes qui sont intervenues, non. Après, je pense que si, bon là, il y a eu ce cas de la petite fille là pour l'objet du musée, mais s'il y avait une découverte, parce que le formulaire, quand les gens remplissent le formulaire, donc ils s'enregistrent pour être identifiés en tant que participants à l'interface, mais après, sur, disons, la fiche technique du mobilier qui a été enregistré, n'apparaît pas leur nom de découvreur. Je peux juste poser une question. Je m'interrogeais pourquoi il faut faire un compte pour voir les contributions. Je comprends pour contribuer, mais pourquoi les contributions ne sont pas visibles Pourquoi les contributions ne sont pas visibles? Oui, il faut faire un compte pour voir les contributions et les comptes doivent être approuvés. C'est-à-dire que une personne sur les sites, sous la carte. Oui, bah, je crois que c'était parce que, en fait, des fois, il y a des sites qui sont, par exemple, c'était pour filtrer un minimum, parce qu'il y a une question. C'était effectivement, et ça, c'est une question qui a été assez importante entre les membres du projet. Je sais que, voilà, les membres, c'est des archéologues, mais du laboratoire qui a lancé le projet, donc qui sont des archéologues mais chercheurs, étaient plutôt très ouverts sur la science participative et cette démarche, en pensant que les gens étaient chargés de bienveillance quand ils voulaient prendre part à un projet tel que celui-là. Et puis du côté de la DAC, enfin du ministère de la Culture, ils étaient quand même assez réticents sur le fait de publiciser, enfin de rendre public des lieux des positions précises de localisation d'un patrimoine pour les questions du pillage, du vandalisme, etc. Dans un sens, on a envie de dire où sont les choses et puis voilà, on part de l'idée que c'est d'une bonne intention, mais il y avait aussi cette crainte de ah bah oui, mais du coup on va localiser des vestiges et si quelqu'un est mal intentionné, il peut aller sur la sépulture ou il peut aller pour voir s'il peut trouver des objets dans le secteur. Donc en fait, c'est de là qu'est né le fait d'identifier. Et c'est une question qui s'est posée effectivement, de se dire bah si c'est très ouvert, on part sur un principe de bonne intelligence où les gens sont chargés de bonne intention, mais il y avait cette crainte par rapport à la question du vandalisme. Vous avez évoqué, Martha, différents types de motivation, 5 types de motivation, c'est comme ça que vous les avez classés. Et est-ce que ces différents types de motivation produisent différents types de résultats? Est-ce que vous avez pu aller jusque-là, c'est-à-dire les personnes qui ont tel type de motivation, qui sont dans, par exemple, le don contre don, la réciprocité, sont plus efficaces en termes de production que ceux qui sont dans un autre type de motivation, où vous n'avez pas été regarder ce type d'effet. J'ai fait une enquête, voilà, il y a un article que j'ai publié, on a fait un questionnaire et des interviews. Là, j'ai pas eu le temps de présenter, justement, c'est ça les points intéressants, que la motivation n'a pas spécialement d'impact sur les résultats, c'est-à-dire qu'une personne peut produire une connaissance très utile pour l'institution, même si à la base a une motivation strictement individuelle. Voilà, c'est-à-dire, et d'ailleurs, voilà, dans ces interviews avec les généalogistes, on voit souvent que dans une deuxième phase, voilà, ils peuvent ressortir une motivation collective qui fait référence à la mémoire collective, à la mémoire globale, mais c'est plus dans l'optique qu'on est tous cousins. Ça, c'est ça l'expression qu'on trouve souvent, c'est-à-dire qu'il reste, même la motivation quand elle est exprimée comme collective, elle reste profondément individuelle. Cela dit, la connaissance, le travail produit, elle est même qui peut être celui d'un bénévole encadré par les personnels des archives. Voilà. Edwige, dans votre cas, le type de public, est-ce que vous avez des gens qui étaient des scolaires,
des scolaires de primaire, des gens en BTS, et puis d'autres types de participants. Est-ce qu'il y a une plus ou moins grande, on va dire, activité, efficacité à trouver des nouvelles choses qui est due au type de participants, ou c'est plus un effet de nombre, un effet purement du hasard, hein? Est-ce que vous avez pu observer des différences entre les différents types de participants? La motivation, elle était vraiment grande partout. Donc, quand on arrivait à avoir la chance de réunir un groupe, de leur présenter le projet et puis de leur proposer d'y participer, que ce soit des primaires, des collégiens, des BTS, ils étaient tous vraiment intéressés de la même façon. Après, pas tous, en tout cas, la même, tous une intensité d'intérêt importante. Après, sur la façon, c'est vrai, c'était assez différent la façon de chercher. C'est vrai que les très jeunes enfants, c'était un petit peu plus, ils couraient partout en amenant le moindre petit caillou, en disant ça, j'ai trouvé un truc, ça ressemble peut-être à ça. Non, 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 vous croyez pas. Et en fait, dans la masse, c'est vrai qu'ils étaient aussi beaucoup plus nombreux. Donc, dedans, effectivement, il y a eu des choses à ressortir. C'était effectivement peut-être un effet de masse. Euh, Après, c'est vrai que le regard les BTS, c'était des groupes plus petits, mais du coup, ils étaient peut-être plus exigeants. Donc, en fait, ils ramenaient vraiment que des objets s'ils étaient sûrs qu'ils avaient un intérêt. Et donc, finalement, ils en ramenaient beaucoup moins. Donc, il y a ça peut-être qui a joué. Après, c'est vrai que je pense, et notamment dans le cadre du projet Alerte, auquel moi j'ai moins participé, mais j'en ai quand même beaucoup entendu parler. Je sais qu'il y a quand même beaucoup dans les veilleurs dont je parlais, qui sont la centaine de personnes là qui continuent d'alimenter très régulièrement le réseau côté européen. Il y a quand même beaucoup alors soit de gardes du littoral, hein, il y en a beaucoup qui en fait se sont rendus compte qu'ils savaient pas forcément que tous les jours quand ils marchaient sur les plages, puisque c'est leur métier d'arpenter, ils avaient cette problématique là sous-jacente et pour laquelle ils étaient capables d'apporter beaucoup. Et donc en fait il y en a un certain nombre chez qui ça s'est vraiment révélé une grande motivation et qui c'est vrai que professionnellement ils sont bien positionnés. Donc là il y a une motivation à la fois grande, à la fois quotidienne, à la fois petit à petit, ils sont devenus connaisseurs. Hein, certains, ils n'étaient pas du tout archéologues dans l'âme, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont devenus passionnés d'archéologie. Donc oui, il y a quand même une différence. Enfin, disons, l'intensité de l'intérêt, je pense elle peut être très grande dans tout type de public. Après, je dirais pas la qualité, mais la façon de s'intéresser est effectivement différente. Oui. Edwige, quand on définit un territoire comme un enjeu de patrimoine, on en fait aussi donc un enjeu, ça devient un argument de protection du littoral, de cette partie de littoral, parmi d'autres. Et donc ma question c'est, est-ce que on n'a pas là affaire non seulement à une question autour de la connaissance, un enjeu de connaissance, mais disons, on le place comme un enjeu politique, un argument utilisable pour protéger un territoire, un littoral, que s'il n'y avait pas de patrimoine. Donc est-ce que les habitants de ces territoires peuvent utiliser ou sont tentés d'utiliser disons cet outil il y a un enjeu de patrimoine ici comme un argument de protection pour eux. Oui, ouais, je comprends bien le sens de la question et effectivement, ça pourrait tout à fait être un argument et donc c'est pour ça aussi je pense qu'il y avait peut-être des communes ou certaines réticences ça reprend aussi un petit peu la question là qui est enfin question écrite sur je pense que du côté des fois des gestionnaires ou des aménageurs, il y avait parfois pas toujours des réponses partout à nos appels quand on s'est manifesté au début pour aller mener le projet. Et je pense que cette raison-là était sous-jacente. Ah bah oui, mais ils vont nous enquiquiner ou il va y avoir des risques. Oui, ça pourra prêter à argument pour empêcher tel ou tel
actions, aménagements sur notre littoral, ça peut devenir un peu contraignant, mais en fait, effectivement, ça pourrait l'être, mais là, en tout cas, l'objet et l'enjeu du projet à loi, c'est vraiment un enjeu de porter à connaissance, c'est de se dire d'enregistrer en fait, parce qu'on sait très bien qu'on va pas arrêter un littoral qui recule comme ça, on peut pas mettre des barrières, on peut pas, et voilà, c'est une fatalité aussi en un sens, hein, et donc l'idée n'est pas d'aller contre ce recul du littoral, mais c'est plutôt d'enregistrer en fait tant qu'on le peut les choses qui sont présentes. Alors soit en les référençant, soit en faisant des relevés ou des modélisations 3D avant que ça ne disparaisse, mais qu'on en ait connaissance avant que ça disparaisse. Mais l'idée n'est pas d'agir. En tout cas, ça fait pas partie il n'y a pas de préconisation, ça fait pas partie des missions du projet. Après, effectivement, on localise, on dit il y a ça. Enfin, de fait, on établit un rapport dans lequel il y a des objets localisés. Après, peuvent s'en emparer de la façon dont ils le veulent les gestionnaires. Mais l'objet du projet, c'est surtout juste de procéder à un enregistrement avant que ça s'en aille. Merci. Martha, peut-être un peu dans la continuité de cette question, parmi les motivations, vous avez cité le bien commun, et c'est peut-être le lien qu'on peut faire entre la motivation du bien commun ou éventuellement cette motivation enjeux politiques, protection du territoire. Vous n'avez pas parlé, disons, d'enjeux politiques dans les motivations. Vous l'avez peut-être, c'est peut-être camouflé sous le terme bien commun. Je vous laisse un peu développer. Est-ce que pour vous c'est une catégorie de motivation, on va dire l'idéologie, le politique, ou non, ou bien est-ce que vous le casez sous le terme bien commun? Là, moi j'ai pris les points de vue du participant. Pour les participants, si ces motivations politiques deviennent individuelles, c'est plus la première. Ou si c'est collectif, voilà, c'est les biens communs. Après, voilà, je ne vois pas. Évidemment, les biens communs ont motivation politique. Ça devrait être motivation politique, disons comme ça. Après, si on prend les points de vue de l'institution que je n'ai pas spécialement développés, voilà, ça devient plus explicite que la motivation, évidemment, est politique. Mais voilà. Normalement, les institutions devraient avoir comme objectif toujours les biens communs. Sur la définition des participants aux sciences participatives, vous les avez définis comme des non-scientifiques professionnels, mais là aussi je trouve il peut y avoir un flou dans le non-scientifique professionnel. On avait évoqué cela un petit peu avant, c'est-à-dire est-ce qu'un doctorant sans financement, c'est un non-scientifique professionnel? Est-ce qu'un précaire de la recherche, c'est un non-scientifique professionnel? Est-ce qu'un étudiant en archéologie qui participe au projet, c'est un non-scientifique professionnel? Ça s'étend jusqu'où le non-scientifique professionnel? Oui, alors la définition des non-scientifiques professionnels, c'est la définition du rapport Houllier, c'est-à-dire que c'est la définition qui est adoptée en France et qui, je suis d'accord avec vous, hein, c'est très flou et je préfère la définition qu'on trouve dans des études anglophones qui est tout simplement citoyen, et on s'y limite là. Parce que justement, les non-scientifiques professionnels, ça implique que la personne, dans les moments dans lesquels il participe, ça veut dire qu'une personne peut être un professionnel et peut être un scientifique, mais dans les moments qu'il participe au projet, il ne les fait pas avec sa casquette scientifique et il ne les fait pas en tant que salarié. Voilà. C'est ça qui veut dire l'étiquette, mais je suis d'accord avec vous qu'il reste problématique. Alors, dans le chat, j'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce qu'il y avait une nécessité de souplesse supplémentaire dans la méthodologie, dans la façon dont on définit le projet pour s'adapter aux participants. Alors, vous avez la question face à vous, Edwige, donc peut-être vous pouvez commencer à répondre à cette question.
Oui, oui, je pense, hein, tout à fait. Enfin, en tout cas, nous, c'est vraiment très, très, très concrètement la situation qui s'est présentée à nous, parce que effectivement, comme je le disais, on n'était pas du tout parti au début pour aller au Moule. Je crois même que c'est eux qui nous ont contactés. Ça, ils ont appris qu'on était en mission parce qu'on avait dû faire une petite émission de radio, un truc comme ça, mais on était sur une autre partie de l'île et donc on a été invités au centre culturel. Et là, on a eu vraiment une après-midi d'échange très riche avec, comme je le disais, des gens très, très enthousiastes, alors que c'était pas trop le cas là où on était au départ. Et on peinait un petit peu à se faire, à ce que nos idées soient réceptionnées. Et donc, on a décidé, hein, de fait, à la mission suivante, on est tous partis au Moule très vite. Entre les deux missions déjà, il y a eu plein d'échanges de mails, plein de choses de montées, des émissions de radio de prévues. La municipalité elle-même a appelé la télé, enfin, la télé, la radio, des journalistes. Enfin, c'est eux qui faisaient pour nous une grande partie du travail de communication. Et vraiment, c'est pour ça qu'on a continué à travailler beaucoup avec la ville du Moule. Et après, je parlais de 2 campagnes de prospection. Donc, il y en a une première qui a été menée effectivement au Moule, et puis une deuxième, parce qu'on voulait aussi prospecter un autre secteur dans la zone du petit cul-de-sac marin. Et moi, j'y étais pas, mais c'est le même collègue qui a travaillé sur l'encadrement de cette prospection. Il me disait que c'était pas du tout le même, c'était pas du tout la même ambiance, quoi. Sur la première, quand on partait prospecter, il y avait tous les jours des gens qui nous appelaient, soit les gens du musée, soit les gens de la mairie, pour savoir, vous allez sur quel secteur aujourd'hui, on va venir, puis on voudrait amener une classe, on voudrait ceci. Et il y avait toujours du monde, plein de monde qui se venait à nous. Et la seconde prospection, elle m'a dit, non, on était avec les 2 étudiants, et puis voilà, on a fait pendant 3 semaines notre truc un peu tout seul. Donc oui, effectivement, la réception, elle peut être très différente selon les contextes, et je pense que c'est important de pouvoir avoir cette souplesse, oui, de s'y adapter. Puis ils peuvent aussi être force de proposition sur comment, voilà, ils nous ont aussi apporté beaucoup de choses sur la façon dont procéder, sur la façon dont nous comporter avec les scolaires pour les motiver. Enfin, ouais, je pense que c'est vraiment important de trouver le bon endroit et le bon écho à ce qu'on propose. Non. Dans le type de projet que vous avez mené, Edwige, il y a plusieurs problématiques. Il y a des problématiques de patrimoine, d'effet du changement climatique sur le trait de côte et donc sur le patrimoine qui se trouve sur le littoral. Si vous n'aviez pas rencontré de succès, on va dire, dans la capacité à mobiliser un public de participants, est-ce que votre projet aurait été un échec nécessairement, ou est-ce que vous auriez juste adapté votre projet? En fait, est-ce que c'est un critère de réussite qu'il y ait des participants, ou c'est un critère d'efficacité, mais pas nécessairement de réussite? Oh si, je pense que c'est un critère en tout cas de satisfaction certainement, puisque c'était vraiment l'objectif, de réussite aussi quand même, puisque l'objectif d'enregistrer un petit peu ces sites voués à disparaître. Et donc s'il y a pas ou peu d'engouement localement, effectivement, comme on le disait après, les équipes, elles vont pas aller tous les ans. À la fin du projet, il y aura plus des déplacements réguliers pour faire le travail. Donc finalement, il sera pas fait. L'interface qui aura été élaborée, elle l'aura été pour rien. Enfin, je dis l'aura été, ça se trouve, c'est assez terrible, parce que je reprends la toute première question. Ça se trouve, elle l'aura été pour rien aussi, parce que je sais pas du tout si à terme ça va continuer à être alimenté. Mais bon, c'est quand même l'idée, parce que c'est des outils qui sont longs à mettre en place, et c'est un petit peu triste de se dire qu'on les fait et qu'après, un beau jour, ça sert plus à rien. Et le succès, donc c'est sûr, c'est l'enregistrement des sites, mais si on sent comment dire, que le dispositif, que les gens sur place se sont eux-mêmes appropriés le dispositif et vont le faire vivre, c'est là qu'est la réussite, je pense, hein. Martha, sur les différents projets participatifs que vous avez regardés, est-ce que
que ce soit ceux du muséum ou des autres projets participatifs, est-ce que le nombre de participants, c'est un critère de réussite très mis en avant? Est-ce que le nombre de vues de leur site internet fait partie des critères de réussite de leur projet? Comment ils mesurent la réussite de leur projet? Est-ce que c'est en termes de résultats scientifiques ou en termes de nombre de participants, nombre de vues sur leur site internet? C'est plutôt le nombre des contributions plus que des participants, aussi parce qu'ils souvent sont faibles. Voilà. En général, dans ce type de projets, alors je ne sais pas les projets d'Edwige, mais en général, on a une courbe dans laquelle on a très peu de macro-participants. C'est un peu ça, hein, la dynamique globale. On a peu de personnes qui contribuent énormément. Et après, on peut avoir beaucoup de personnes qui font une, deux contributions. Alors, ce n'est pas spécialement les volumes des contributeurs qui est mis en avant, mais après, c'est du cas par cas, hein, parce que dans certains cas, la qualité aussi de la contribution peut être l'élément fondamental. Et oui, c'est rare qu'on met en avant les volumes des participants, je dirais. Et juste pour revenir aussi sur ces histoires de faire vivre le projet, c'est vrai que on s'est rendu compte aussi qu'il y avait tout un volet du projet qui consistait à alimenter comment dire, une page Facebook, une page LinkedIn, une page ceci, une page cela, pour entretenir en fait cette vie du projet, un blog avec une actualisation quotidienne, avec des photos, pour que ce soit assez dynamique, que ce soit visité. Et c'est vrai que c'est très chronophage de faire tout ça. C'est aussi c'est pas de la recherche enfin, c'est pas le travail de recherche en soi, c'est un travail un petit peu annexe de communication qui prend une grosse partie du temps. Et c'est vrai qu'il faut aussi qu'il y ait dans l'équipe quelqu'un de motivé pour faire ça, qui déjà sache manier ses outils et puis qui aime le faire, parce que bon, c'est pas très personnellement, pour avoir dû le faire à un moment, c'est pas bon, c'est agréable de prendre des photos, de raconter ce qu'on a fait, mais d'aller expressément tous les jours sur toutes les pages pour alimenter, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus satisfaisant à faire au quotidien, quoi. Mais pourtant, il faut le faire parce que bah, c'est vrai qu'on se rend compte que dès que c'est plus quotidiennement mis à jour, bon bah ça perd beaucoup de son dynamisme et donc on perd l'entrain derrière. Mais oui, c'est vrai que c'est une part à ne pas négliger du temps consacré, quoi. Oui, donc une des transformations que produit la mise en technologie des sciences participatives via le numérique, c'est de devoir consacrer une partie du temps de recherche à être une sorte de community manager. Est-ce que ça fait partie des effets produits par le fait de travailler sur des plateformes, de devoir monter des plateformes et de faire des sciences participatives de ce type-là? Est-ce que c'est ça une des transformations que ça produit sur le travail de recherche? Oui, pour moi, ça fait partie de la recherche. C'est-à-dire que les personnes cherchent de la motivation. Alors, on ne peut pas juste leur demander la tâche. Il faut aussi leur donner ce qu'ils cherchent, que ça peut être de se retrouver dans une photo, que ça pourrait être de donner ou d'avoir un récit qui est lié à leur tâche, tous des éléments qui passent à travers cette activité des sociabilités qui ont créé autour du projet, qui pour moi ça fait partie intégrante du projet de recherche en sciences participatives. Oui, je suis d'accord, hein. Et puis c'est tout à fait normal que les participants attendent ça. Après, c'est vrai que je trouve que faire ça dans le cadre de café-débat en présentiel ou de faire ça par travers des conférences ou rencontrer les gens, c'est très riche, c'est très intéressant. Après, c'est vrai que même si je conçois tout à fait la nécessité de le faire et la satisfaction que les participants peuvent avoir à se retrouver en photo sur les réseaux sociaux ou sur des articles en lien avec tout ça, c'est vrai que c'est un côté quand même un petit peu enfin il faut s'astreindre à créer un compte déjà sur chacune de ces plateformes, à comprendre comment elles fonctionnent. Après, on est ou on n'est pas friand de tout ça, mais quand on ne l'est pas, et de fait, nous, dans l'équipe, c'était un peu le cas, personne n'était très friand de tout ça, bah, il faut se forcer un peu, quoi, à, à se mettre dans
à se mettre dans le réseau. Mais bon, voilà, ça fait partie effectivement des attentes aussi beaucoup, donc il faut le faire. Donc il y a un nouveau type de sociabilité pour les acteurs de la recherche, un nouveau type d'interaction science-société qui est qui devient nécessaire lorsqu'on se tourne vers ce type d'approche. Mais justement, quand on se tourne vers ce type d'approche, est-ce que c'est parce que on est demandeur d'un nouveau type d'interaction, ou c'est parce que on est contraint pour pouvoir trouver des financements plus facilement voilà. Est-ce que c'est par, par volonté par choix ou par contrainte qu'on se tourne vers les sciences participatives? Parce que on a l'impression que voilà, il y a un peu des deux quand même, hein. C'est pas purement que par plaisir ou que par choix, mais on sent qu'il y a peut-être parfois un peu de contrainte, hein. Comme si c'était aussi un peu d'opportunisme parce que ça a le vent en poupe de peut-être hein, qu'on pourrait se dire ça et c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui les sciences participatives sont très en vogue, donc effectivement en introduire dans un projet de recherche ça peut aider peut-être à la recherche de financement et donc effectivement ça peut être une raison, mais en tout cas, enfin là pour ce projet-là, pour le projet Alerte, le projet Aloha, mais qui est descendant encore une fois du projet Alerte, qui lui a une vingtaine d'années. À l'époque, c'était quand même c'était beaucoup moins en tout cas dans l'air du temps. Et je sais que les motivations qu'il y avait, je parle vraiment pour ce projet, hein, je parle pas de façon générale, mais les motivations qui avaient été celles des fondateurs, c'était vraiment ce constat de se dire bah oui, on travaille sur l'archéologie littorale, on est conscient que c'est un espace qui bouge très vite et que les choses sont amenées à disparaître très vite. Et nous, à quelques archéologues, parce qu'on n'est pas très nombreux, jamais on pourra arpenter et puis le faire à la fois sur une étendue immense et puis de façon très régulière, parce que les vestiges ils peuvent être soit mis à jour au lendemain d'une tempête, soit détruits par un événement aussi très soudain. Donc en fait, c'est un travail répétitif, il faut y retourner souvent et donc c'est infaisable en fait à par une poignée de personnes. Donc c'était vraiment oui, une nécessité, se dire bah la seule façon finalement de réussir à le faire, c'est d'unir les forces de tous les gens qui finalement fréquentent ce littoral. Donc en tout cas initialement, je pense que le projet était réellement d'un constat de nécessité de se dire il y a que en fonctionnant comme ça que ça peut être réellement efficace. C'était pas trop de l'argumentaire à projet. Après, pour le projet Aloha, bon, c'est différent parce que, enfin, la volonté était la même, hein, et puis d'ailleurs c'est un peu le même projet, mais c'est vrai que c'était déjà beaucoup plus dans l'air du temps. Donc il y avait aussi un côté, je pense, là plus de se dire ah ben en plus en créant un projet, enfin, en montant un projet avec cette dimension-là, bah, on a peut-être plus de chances d'être financé parce qu'effectivement c'est un petit peu plus à la mode quoi. Mais en tout cas, je pense qu'au tout début, c'était pas ça le prétexte. D'accord, peut-être Martin, un dernier mot, on en a déjà parlé, mais sur les motivations non pas des participants que vous avez exposées, mais sur les motivations des chercheurs. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme principale motivation? Mais je pense que c'est à la mode, mais c'est aussi un envie voilà, d'être en contact, voilà, d'échanger d'approche. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, les sciences participatives aussi attirent des chercheurs parce qu'on cherche des points de vue différents, où on s'y met en discussion. Ça fait partie pour moi d'une dynamique globale des remises en discussion de l'approche du chercheur aujourd'hui qui est en contact, voilà, c'est science pour la société, avec la société. Ça se concrétise dans la recherche, voilà, d'un interlocuteur. Bah, je dirais, je pense que c'est bien de terminer un peu avec une clôture optimiste et pas voilà, en mettant en avant l'opportunisme par rapport aux appels à projets. Voilà. Donc merci Martha Edwige. Effectivement, c'est pour terminer cette séance
Et cette vision, disons, des sciences participatives comme manière de donner du sens à l'activité de recherche, ça peut être une bonne conclusion sur laquelle on peut s'arrêter. Donc merci à tous. Et là, il y aura des prochaines séances, probablement en avril et en mai. Merci. Merci.